Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos deux chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Au cœur de l'actu, l'émission d'actualité du soir sur le Média, diffusée du lundi au jeudi à 19h en direct sur le canal 165 de la Freebox, sur Molotov et sur lemediatv.fr. Et pour ce nouveau numéro, encore une fois, une actualité brûlante et urgente, une actualité qui, au fil des mois, n'a cessé de révéler des fractures, des silences et des engagements à géométrie variable. D'un côté, la parole, l'image, le témoignage, de l'autre, la violence, la censure, l'effacement, au centre des journalistes palestiniens pour la plupart qui, malgré les bombardements, malgré la peur, continuent de documenter, de raconter, de montrer ce qui se passe à Gaza au péril de leur vie. Depuis cet après-midi, un rassemblement est en cours à Paris devant l'Opéra Bastille en soutien à ces journalistes palestiniens. Plus de 210 d'entre eux ont été tués par l'armée israélienne depuis le 7 octobre. Des reporters, des photographes, des voix, des regards qui ne demandaient qu'à témoigner, à faire leur travail. Ce rassemblement est aussi une interpellation, celle d'un monde médiatique qui peine parfois à nommer les choses, à affirmer une position, à sortir de la neutralité confortable quand le droit international est piétiné. Certains médias mainstream ont signé cette tribune pour dénoncer le sort des journalistes palestiniens et c'est un premier pas, mais pourquoi ce réveil si tardif? Pourquoi ce silence pendant tant de mois? Pourquoi si peu d'articles, si peu d'éditos, si peu de débats dans les grands médias alors que le bilan humain, les destructions, les violations du droit se succèdent? Chaque jour, nous serons en duplex dans quelques minutes avec nos journalistes Lydia Méniez et André Manivit. Puis nous retrouverons Paul Hellec, chroniqueur aux médias, et Amine Snoussi, cofondateur du collectif Accra contre le racisme en politique, pour parler des négociations en cours pour une trêve à Gaza. Que se joue-t-il réellement dans les discussions entre Israël, le Hamas, les États-Unis, l'Égypte et le Qatar? Quels sont les enjeux humanitaires, géopolitiques, mais aussi médiatiques de cette possible trêve? Où en est la situation sur les terrains? On en parle tout de suite. Bonsoir Amine, bonsoir Paul. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Alors, certains médias mainstream ont enfin l'air de se réveiller sur le sujet. On l'a vu avec cette tribune. Est-ce que, selon vous, cette tribune suffit? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une responsabilité éditoriale dans la manière de couvrir ce qui se passe en Palestine? En fait, le problème général de la couverture du génocide en cours à Gaza et des incursions coloniales en Cisjordanie et de la situation générale en Palestine, c'est le fait que le journalisme en France est dépossédé de plusieurs questions éthiques et déontologiques. On l'a vu avec Mohamed Rassimi sur TV5 Monde quand il a été censuré et attaqué par sa direction pour avoir rapporté des faits sur la situation en Palestine. On l'a vu récemment cette semaine avec Quentin Miller qui a annoncé qu'il partait de Marianne, notamment lié au fait que la direction ne voulait plus une ligne éditoriale qui couvre factuellement ce qui se passe à Gaza et en Palestine. Ce qui nous donne un indice sur comment ça se passe dans les rédactions. Moi, je ne pense pas que les journalistes des médias mainstream sont des mauvais journalistes ou ont une conviction idéologique forte qui serait pro-israélienne. Moi, je pense qu'ils s'auto-censurent, notamment parce qu'il y a un message renvoyé, à savoir, sur ce sujet-là, tu peux mettre en danger ta carrière, tu peux mettre en danger ta crédibilité en tant que journaliste, que la position factuelle n'existe pas, que si tu dis qu'il y a un fait colonial, qu'il y a des massacres réguliers, tu es en train de prendre position en faveur de la Palestine. Alors qu'en réalité, tu es en train de faire de la manière la plus factuelle possible ton métier. Moi, tu as travaillé comme journaliste. Moi, du coup, je serais un peu moins prudent. Je pense qu'une partie notamment de l'audiovisuel français, a fonctionné comme un relais de la propagande de guerre israélienne. C'est absolument clair que systématiquement, la reprise du vocabulaire, des éléments de langage de l'armée a été la manière dont la France médiatique de la télévision et dans une certaine mesure des radios a parlé de la situation sur place. On a eu des ergotages pas possibles sur un certain nombre de mots et une sous-estimation réelle de ce qui s'est passé. Sur la question des journalistes,
pareil. Hein, je rappelle que c'est quand même pour une partie de leur figure de proue, donc là je parle des éditorialistes, moins peut-être que les journalistes, une corporation absolument détestable qui refuse qu'on mette sa tête sur un tract, crie au scandale à chaque fois que une parole verbalement trop violente pour eux est mise sur un plateau de télé et qui par contre n'ont rien dit. Lorsque on a l'État colonial israélien qui assassine jusqu'à 200, 220 journalistes palestiniens sur place, que c'est de certains même de dommages collatéraux. Hein. Absolument, alors qu'on sait que c'est une cible. Hein. On peut rappeler, il y a plein de cas individuels. Je pense à Shirin Abu Akleh qui avait été assassiné d'une balle dans la tête par l'armée israélienne qui avait nié les faits, puis reconnu. Israël est capable de reconnaître le fait qu'il tue des journalistes parce que de toute manière, ils savent bien que derrière, il y a une très faible solidarité. Là, on parle quand même du fait que dans les dernières années, les 3/4 des journalistes tués dans le monde sont le fait de l'État colonial israélien. Et pas un mot. Il y a une lecture raciale aussi de cette question. Ce ne sont pas des journalistes car ils sont palestiniens. Ce ne sont pas des journalistes car ils sont arabes. Il y a une chroniqueuse du Point qui l'a dit, il n'y a pas de journalistes en Palestine. Donc finalement, si c'était un journaliste qui était correspondant de RFI, qui était expatrié, qui venait là-bas pour couvrir, on aurait plus de facilité à s'émouvoir dans la presse audiovisuelle pour lui que pour des journalistes palestiniens qui travaillent pour des rédactions arabophones ou qui travaillent pour des rédactions qui ont une ligne éditoriale qui lutte contre le colonialisme israélien. Donc en fait, il y a même une négation de leur respectabilité en tant que journaliste aux journalistes palestiniens. Et et là, je te rejoins parce que ça, c'est exactement ce que cherche à faire Israël. Hein. L'objectif d'Israël, c'est de nier que des Palestiniens puissent accéder au journalisme, qu'ils puissent eux-mêmes porter l'information sur ce qui se passe. Donc de facto, en invisibilisant les journalistes palestiniens, on sert de relais à la propagande de guerre israélienne. Et c'est aussi ce dont a été taxé Al Jazeera, qui du coup a été fermé depuis. On leur a dit qu'ils ne faisaient pas du journalisme, et pourtant, c'est la seule chaîne qui justement a retransmis en direct ce qui se passait en Palestine. Ils ont été contraints de fermer leur bureau à cause de l'armée israélienne. Et dont des journalistes ont été, encore une fois, assassinés de sang-froid. Hein. Parce que, encore une fois, ce sont des cibles. Même en direct. Et même en direct, mais c'est absolument terrifiant. Je suis d'accord sur cette lecture raciale. Je dirais qu'on peut même pousser et dire que la nationalité suffit plus. C'est-à-dire qu'effectivement, le problème, c'est qu'on a vu d'abord des Palestiniens, d'abord des Arabes avant de voir des journalistes, niant le fait que leurs informations seraient fiables et ça, ce qu'ils n'auraient jamais fait dans le cadre d'un journaliste espagnol, ce que vous voulez. Mais en plus, si tant est qu'ils aient une double nationalité ou une nationalité française, on l'a vu pour le cas des travailleurs humanitaires, qui sont également des personnels qui doivent être protégés en vertu des règles du droit international. Et ben en fait, s'ils ont une nationalité occidentale, mais que d'une manière ou d'une autre, il y a une possibilité de raciser leur profil, alors voilà, ils passent du côté de ceux dont on ne peut se soucier, comme, il faut le rappeler, l'ensemble des Palestiniens, qui ont été décrits comme des victimes collatérales, des chiffres. On avait vu les relais des fake news de la propagande de l'extrême droite israélienne sur les bébés égorgés. Il y a des dizaines, des centaines, des milliers d'images d'enfants massacrés, amputés, sans anesthésie. Et là, pas un mot, pas quelques reportages de temps en temps pour se donner l'impression d'avoir fait quelque chose. Donc oui, il y a un vrai problème de la presse, et c'est aussi lié, je pense, au fait qu'il y a un problème de courtisanisme dans le journalisme français et qu'en fait, il y a eu de la part du pouvoir politique français, il a pris fait et cause pour l'État colonial israélien. Quand la présidente de l'Assemblée nationale dit « nous sommes pour le soutien inconditionnel à l'État d'Israël », ça veut bien dire ce que ça veut dire, inconditionnel, quelle que soit la condition de la situation réelle. Alors, elle est soi-disant revenue sur ces mots dernièrement, mais enfin, concrètement, ce qui s'est passé, c'est que la France, via cette sphère médiatique, cette bulle médiatique qui est un filtre, parce que je ne crois pas que ça soit vrai dans la population générale, elle a vécu ça comme un moyen de faire corps avec l'État d'Israël, parce qu'on a exprimé tout simplement la solidarité coloniale du pouvoir. Et est-ce que vous pensez avec justement ce genre d'initiative qu'on salue, on n'est pas négatif, est-ce que vous pensez qu'il est possible qu'il y ait une autre narration, justement que les choses peuvent changer? En tout cas, j'entends par là dans les médias mainstream, pas dans les médias indépendants qui ont, fait quand même beaucoup pour parler de ce génocide. Honnêtement, je l'espère, mais j'ai du mal à y croire. Je n'imagine pas, après une année et demie de mobilisation populaire et de manifestations régulières et d'images
insoutenable qu'on a vu tous les jours sur le génocide en cours à Gaza. On a eu des témoignages unanimes de toutes les ONG, de tous les experts qui se sont mobilisés sur cette question des organisations internationales qu'on critique et qu'on est de manière légitime, mais qui ont été très clairs sur le sujet. Si avec tout ça, toutes les rédactions mainstream n'ont pas pris la mesure de la situation à Gaza, c'est qu'ils ne le veulent pas. C'est qu'ils n'ont pas envie de le faire. Et s'ils n'ont pas envie de le faire, c'est une ligne éditoriale. La ligne éditoriale est de considérer que, par solidarité coloniale, comme l'a dit Paul, mais aussi parce que Israël serait le seul allié stable qu'on peut obtenir au Moyen-Orient, qu'il y a une vision aussi très occidentalisée de la chose, où on se dit que... certains l'ont dit d'ailleurs, ils ont dit que la lutte d'Israël contre le terrorisme est semblable à ce que l'on a vécu en France dans la lutte contre l'islamisme radical, etc. Donc il y a vraiment une image bestiale des Palestiniens qui sont tous des terroristes en puissance ou en devenir, et Israël fait le travail à la place des Occidentaux dans l'image que les dominants ont installée dans la ligne médiatique. Et c'est très difficile d'imaginer autre chose parce qu'on continue de le voir. On a des représentants de l'armée israélienne qui sont invités sur des plateaux pour débattre, alors qu'ils sont accusés de crimes de guerre, d'un potentiel génocide en cours, et ils sont invités à débattre, à discuter avec des journalistes sur un plateau, des porte-paroles d'une armée en train de massacrer des enfants et des hommes et des femmes palestiniens tous les jours. Donc rien que ça, c'est un signal envoyé sur le fait que la ligne éditoriale ne risque pas de bouger. Donc ce rassemblement, c'est très positif et c'est très bien que les journalistes se mobilisent, mais il faudrait une pression bien plus accrue de la part de ceux en charge de faire respecter la déontologie journalistique pour espérer les voir changer. Non, mais effectivement, on ne peut pas s'opposer à une initiative. Toutes les initiatives politiques qui visent à mettre la lumière sur la situation sont intéressantes. Ce qu'il faut pour que ces types d'initiatives soient intéressantes, c'est qu'il ne s'agisse pas d'une défense corporatiste, uniquement de nous sommes journalistes, nous devons être protégés, parce qu'ils ne sont pas les seuls. Et ils ont raison, les journalistes doivent être protégés, comme les travailleurs humanitaires, comme les envoyés diplomatiques, comme les personnes qui travaillent dans le soin. Je rappelle que la semaine dernière, il y a encore des soignants qui ont été assassinés, encore une fois le mot je le pose, dans la bande de Gaza, que l'Israël a nié les faits, puis qu'on a retrouvé une vidéo qui montrait bien qu'on a visé des ambulanciers avec les gyrophares allumés et qu'on les a ensuite enterrés dans un charnier comme ça, que l'on a dissimulé le long d'une route. Donc la question de la défense de la profession de journaliste est intéressante à partir du moment où aussi elle élargit au-delà des médias indépendants, de ceux qui se sont toujours souciés, la question du traitement journalistique. Expliquer qu'effectivement, il y a une volonté systématique d'Israël d'empêcher de voir ce qui s'y passe, une volonté systématique de cibler les journalistes palestiniens pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire comme palestiniens, ce qu'on disait tout à l'heure, et c'est ça qui pourrait permettre que ce soit utile. Maintenant, voilà, encore une fois, le mot-clé, et on en reparlera sans doute dans la seconde partie, c'est le mot sanction. Et ça, il faut qu'on en parle sérieusement. Et quand on écoute aussi certains médias, on a l'impression que... je ne sais pas comment le formuler, mais c'est comme si, en tout cas, la Palestine n'avait pas le droit d'exister. C'est pas pour rien qu'on vise, comme on l'a répété, les journalistes, le personnel soignant, en fait, toutes les personnes qui essayent justement de raconter leur histoire, de donner une voix. Ça pose aussi question sur qui détient aussi les médias, dans les rédactions, on a vu ne serait-ce que les différences entre les temps qu'on a donné par exemple pour le 7 octobre et tout ce qui se passe là depuis 1 an et demi. Effectivement, les médias sont en France possédés par des milliardaires qui ont pour intérêt de promouvoir l'agenda réactionnaire. Or, ce qui s'est passé, c'est que la situation en Israël a permis une politique intérieure de répression des voix progressistes. C'est ça qu'il faut dire. C'est ça la connexion. C'est qu'en gros, à partir du moment où il y a eu des manifestations, elles ont été interdites. Il y a utilisation d'amendes pour repousser les gens. Puis il y a eu ensuite l'instrumentalisation de la procédure d'apologie du terrorisme pour pouvoir faire taire des voix de syndicalistes, de personnes militantes
engagés, hein, et que en fait ça a été une police intérieure, c'est-à-dire qu'en gros c'est un rappel à l'ordre à ceux qui se sentaient favorables aux Palestiniens, solidaires de son sort. On racontait à ces gens-là, ne vous inquiétez pas, enfin faites attention, parce que vous êtes l'ennemi intérieur. Parce que si vous êtes de gauche, vous êtes islamo-gauchiste. Si vous êtes musulman, vous étiez déjà désigné comme l'ennemi des politiques islamophobes menées par le pays, etc. Et donc, c'est un rappel à l'ordre à ceux-là. Et à ceux qui, au contraire, sont déjà engagés dans un pacte réactionnaire, pacte raciste, par le vote Rassemblement national, par tout le développement de la pensée de préférence étrangère, etc. La xénophobie déversée dans le champ. Et ben, on leur disait, c'est un rappel à l'ordre. Ne soyez pas solidaires d'un peuple qui, finalement, sont aussi des Arabes, sont aussi des musulmans, sont aussi des gens que l'on désigne comme ennemis dans votre pays, et ça permet de fracturer le champ politique en deux camps, et cette vision schmittienne de la politique, séparer l'ennemi de l'ami, c'est la voie pour l'autoritarisme. Or, on a bien vu qu'un certain nombre de patrons de presse, notamment Bolloré, mais pas que, ont des agendas clairement identifiés d'aider le mouvement réactionnaire à s'implanter électoralement, idéologiquement dans le pays, et c'est ça qu'il faut comprendre, le lien entre la déformation médiatique et la réalité à observer. Aussi, la cause palestinienne, on l'a observé pendant des années dans le monde arabe, c'est un vecteur de politisation. Ça veut dire que c'est souvent par sentiment de solidarité dans le monde arabe. Elle inquiète par exemple les régimes autoritaires qui ont pu exister dans les décennies passées, et dans plusieurs cas dans le monde arabe, on interdisait les manifestations pour la Palestine parce qu'on avait peur de cette politisation de la jeunesse, etc., qui commençait à s'organiser et qui pouvait se saisir du sujet palestinien pour ensuite aller sur d'autres sujets, d'autres luttes qui pourraient inquiéter le pouvoir en place. Je pense qu'on observe le même phénomène en France à travers la criminalisation de la cause palestinienne. Paul vient d'en parler, avec énormément de représentants politiques et syndicaux qui ont été frappés de cette accusation d'apologie du terrorisme parce que, et uniquement parce que, ils ont exprimer leur solidarité avec la lutte des Palestiniens pour avoir un État et pour avoir le droit de vivre sur leur terre historique. Et en fait, c'est ce mouvement qui s'est installé de répression contre les voies politiques. C'était nécessaire pour l'extrême droite et les réactionnaires parce qu'ils avaient une peur réelle de cette politisation à travers la Palestine. Merci Amine. On passe tout de suite priorité au direct. Lydia, tu es sur place à l'Opéra Bastille. Oui, Amina, tout à fait. Je suis actuellement devant les marches de l'Opéra de Bastille, qui se trouve juste derrière moi, où un die-in vient d'avoir lieu à l'appel d'un large collectif composé des principaux syndicats de journalistes, le SNJ, le SNJ-CGT et la CFDT journalistes. Il y a aussi Reporters sans frontières, le prix Albert Londres et d'autres organisations. Alors pour celles et ceux qui ne le savent pas, un die-in, c'est une manifestation où les participants s'allongent au sol pour symboliser les morts. Et là, les morts en question, ce sont ces presque 200 journalistes palestiniens tués par l'armée israélienne depuis le 7 octobre 2023, stylo, micro ou caméra à la main, pendant plusieurs longues minutes, vers 18h30. Derrière moi, les noms de ces journalistes ont été cités un par un, et les journalistes présents se sont écroulés au fur et à mesure. Et pour en parler, je suis donc avec Thomas Lemayeux. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Journaliste à l'Humanité, et vous êtes un des organisateurs de ce die-in au nom du SNJ, comme on peut le voir sur votre veste. Pourquoi avoir organisé ce die-in, et pourquoi maintenant, alors que ça fait 1 an et demi que la guerre fait rage? Oui, alors c'est vrai que ça fait très tard en fait. Ça fait effectivement, il y a eu près de 200 morts, 200 journalistes morts. Ça fait très très tard. Nous, on a, avec les syndicats de journalistes, avec Reporters solidaires, on s'est mobilisés régulièrement. On est venu dans les manifestations pour le cessez-le-feu à Gaza. On s'est souvent manifesté, mais c'est la première fois qu'on réussit à rassembler des centaines de journalistes de rédactions très différentes. Moi, je suis journaliste à l'Humanité. Il y avait sans doute des journalistes peut-être du Figaro. Il y avait des journalistes peut-être de TF1. En tout cas, les sociétés de journalistes, les rédactions se sont engagées sur la base du texte qu'on a écrit entre les différentes organisations, et qui était quand même un texte assez clair, marqué, engageant, qui disait « Stop au massacre », halte à l'impunité de celles et ceux qui tuent les journalistes palestiniens, et halte au blackout médiatique sur Gaza, ouverture de la bande de Gaza aux journalistes internationaux, pas simplement parce qu'on serait
méfiants à l'égard de ce que nos collègues palestiniens peuvent raconter. On n'a aucun doute en fait sur le fait qu'ils disent la vérité, qu'ils racontent ce qui se passe dans des conditions extrêmement difficiles, mais plutôt pour venir les aider et les soutenir en fait, pour venir aussi peut-être les protéger, si possible en tout cas. On sait qu'ils sont de trop nombreux ont péri depuis des mois. Donc effectivement, c'est tard, mais je dois dire quand même, voilà, ce soir, on est quand même assez content. On pense qu'on a réussi une action assez spectaculaire dont on espère que les images tourneront un peu dans le monde entier, et y compris évidemment en Palestine et à Gaza en particulier, pour donner un peu de courage et montrer en tout cas notre solidarité de journalistes français à l'égard de ces collègues palestiniens qui sont ceux, comme l'a dit un de nos collègues qui est à Gaza, qui sont ceux qui ont pris tous les risques en fait pour raconter ce qui se passait au monde. Alors là, vous me dites qu'il y a des journalistes du Figaro, par exemple, de l'UMA, comme vous. Qu'est-ce que ça vous fait de voir autant de personnes mobilisées ce soir ? Je crois que c'est intéressant quand même effectivement de constater que pour la première fois, on est parvenu à mobiliser en tout cas une partie de la profession. Il y a des sociétés de journalistes, des sociétés de rédacteurs. Je crois qu'on a une quarantaine de ces sociétés de journalistes et de rédacteurs qui ont signé notre appel, sans d'ailleurs vouloir le réécrire. On l'a écrit entre syndicats, RSF, Reporters solidaires. Ils l'ont signé, ils l'ont approuvé, ils l'ont soutenu, relayé. C'est un truc important quand même. Il y a eu un effet d'entraînement. Je ne sais pas pour quelle raison. Enfin, la question que vous posiez tout à l'heure, savoir c'est pourquoi maintenant c'est très tard. Mais c'est vrai qu'il y a un moment, on a aussi été sollicité par des journalistes qui, dans les rédactions, couvrent le Proche-Orient. Ils ont dit c'est plus possible en fait. On ne supporte plus ça. Et beaucoup d'entre eux ne s'étaient pas forcément mobilisés jusque-là, étaient restés dans une position de journalistes complètement accablés par ce qui se passait, mais restés, disons, dans une position de récit de ce qui se passait. Et on décidait en fait de devenir aussi, de manifester. On décidait de manifester leur solidarité, quoi. C'est très important. C'est assez décisif de voir, oui, qu'il y a quand même toutes les grandes rédactions. Je crois qu'il en manque aucune, en fait. Les grandes, les petites, on n'a pas pu solliciter tout le monde. Je suis sûr, là, que le média se serait associé. Je pense qu'on a dû oublier. Voilà. Après, j'imagine que tout le monde le savait aux médias. Enfin, il fallait peut-être faire signe. On a un peu bricolé les choses, peut-être. Mais on sait on voulait rassembler tout le monde. Je crois qu'on est à peu près parvenu à le faire, quoi. Oui, évidemment, on aurait signé le document si on l'avait eu entre les mains. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une prise de conscience qu'il n'y avait pas forcément avant ? On avait l'impression qu'il n'y avait que les journalistes un peu militants ou les journalistes de gauche qui parlaient de ce sujet, et que maintenant, ça s'est un peu démocratisé. Oui, c'est-à-dire là, c'est ce que je disais. Je pense qu'il y a un moment où des journalistes, disons, assez traditionnels, enfin dans des médias dits traditionnels, dominants y compris. Alors là, on parle pas forcément de la presse Bolloré ou ce genre de choses, mais quand même, enfin, je veux dire, on est allé assez loin dans des différences de lignes éditoriales. Je pense qu'on rassemble assez largement. Pourquoi ça se passe là comme ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça s'est passé en une dizaine de jours. On a pu organiser ce rassemblement. C'est les vacances. Enfin, à Paris, c'est les vacances. Je sais que tout le monde ne part pas en vacances, mais on aurait peut-être pu être encore plus nombreux en attendant 15 jours, tout ça. Mais on a senti qu'il fallait faire les choses d'urgence, les faire assez vite, parce que voilà, ça suffit. Ce matin, il y a une collègue photographe gazaoui qui a péri dans une frappe israélienne ciblée sur son domicile, qui a péri avec toute sa famille. Je veux dire, voilà, on ne supporte plus en fait cette litanie de mort, de désolation, et ce qu'on qualifie de tragédie incommensurable dans l'appel. Évidemment, ça vaut pour les journalistes qui sont chargés de rendre compte, de raconter au monde entier ce qui se passe, mais ça vaut évidemment pour tout le peuple gazaoui. Enfin, je veux dire, on ne supporte plus la guerre. Donc effectivement, il faut le cessez-le-feu. Il faut que les criminels, les gens qui ont commis ces crimes de guerre, enfin on les appelle un peu, on sait qu'il y a des différences de vocabulaire, mais peu importe à la limite, on sait qu'ils doivent ne pas rester impunis. Voilà, on a besoin de manifester notre solidarité. Puis maintenant, on espère aussi que dans d'autres pays, d'autres journalistes vont se mettre à manifester cette solidarité comme on a pu le faire ce soir à Paris, quoi. On sait qu'il y avait ce soir des rassemblements par ailleurs en France. Il y en avait à Marseille, je crois qu'il y en avait à Strasbourg aussi. Voilà. Il y a peut-être on a créé quelque chose qui peut faire démarrer des mobilisations ultérieures. On l'espère en tout cas.
Là, on voit que tous les journalistes présents à cette manifestation ont une affiche avec un journaliste tué. Est-ce que c'était important de montrer les visages? Alors ça, je pense que là, c'est Reporters Solidaires, qui est un des acteurs de la mobilisation avec lequel on travaille très bien, tout ça, qui a sorti quelques images de certains journalistes qui ont été tués. Donc moi, j'ai pas regardé, je sais pas. J'imagine qu'ils n'y sont pas tous. Nous, ce qu'on a voulu faire de manière globale, tous les organisateurs, c'est, pendant le Daïn, nommer tous les journalistes palestiniens qui sont morts depuis 1 an et demi. On a essayé de le faire. On sait qu'il y a des controverses, en fait, sur les noms des journalistes, parce que certains considèrent qu'il faut compter que les journalistes qui seraient en situation de travail, c'est-à-dire avec leur gilet pare-balles, avec des signes presse, des gilets floqués presse, ce genre de choses. Et du coup, c'est ne pas prendre en compte le fait que des journalistes, on le sait, des journalistes palestiniens ont été ciblés, menacés, ont été visés dans leur domicile, dans leur tente éventuellement, puisque beaucoup ont dû être déplacés. Enfin, je veux dire, donc nous, on prend en compte tous les journalistes qui ont péri, qui ont été tués par l'armée israélienne depuis le début du conflit. Je pense aussi à nos collègues de Cisjordanie. On en parle moins. Est-ce que vous pouvez me parler de leur situation depuis le début de la guerre? On sait qu'en Cisjordanie, oui, la situation est très, très, très mauvaise aussi. Il y a moins de morts, en fait. Il y a eu des morts, récemment, des morts très symboliques, tout ça. Mais voilà, on sait que les journalistes en Cisjordanie sont entravés, empêchés de travailler, eux aussi ciblés par l'armée et la police israélienne. Oui, donc en fait, c'est aussi une situation. On fait une référence en fait dans notre appel à la situation en Cisjordanie. Simplement, on considère aujourd'hui que l'urgence est à Gaza, parce que c'est là que les journalistes meurent aujourd'hui. Évidemment, on s'intéresse aussi au sort des journalistes en Cisjordanie. Nous, on est en lien avec alors à Gaza, la Maison de la Presse, et en Cisjordanie avec le syndicat des journalistes palestiniens, le PJS. Voilà, on essaye d'être en lien. On va lancer avec le SNJ, on va lancer dans les prochaines semaines une cagnotte de solidarité avec les journalistes palestiniens. On a des objectifs assez élevés de recueillir des montants qui permettent d'aider concrètement ses confrères et ses consoeurs à travailler. C'est-à-dire les montants? On parle de 5, 10, 20 000 euros. Enfin, c'est des montants assez importants qu'il faut qu'on essaye de trouver. Après, on doit encore voir exactement comment on peut faire parvenir cette aide qu'on veut adresser aux journalistes palestiniens. Voilà, Merci beaucoup Thomas Lemayeux pour votre intervention. Vous pourrez retrouver notre grand format sur la manifestation demain dans le journal des luttes à 13h. Lydia. À Gaza, les bombardements se poursuivent, les appels à un cessez-le-feu s'intensifient, les négociations avancent ou piétinent selon les jours, selon les intérêts. Lundi dernier, Emmanuel Macron a téléphoné à Benyamin Netanyahou. Il a exigé une trêve immédiate et a rappelé l'obligation de respecter le droit international humanitaire. Dans le même temps, la France évoque désormais la possibilité de reconnaître officiellement l'État de Palestine d'ici juin, si aucune dynamique politique sérieuse ne voit le jour. Alors la question qu'on peut se poser, c'est où est-ce qu'on en est exactement aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut attendre justement de cette nouvelle phase de négociation? Et surtout, que peut-on espérer pour les civils palestiniens qui sont épuisés, affamés et assiégés? Pas grand-chose. Pour être honnête, quelle est la situation? On a d'un côté le plan israélien qui est soutenu par Donald Trump. On se rappelle qu'il avait reçu une première fois Benyamin Netanyahou. Il l'a reçu le 7 avril dernier pour discuter de la situation et il a exprimé son accord pour une prise de contrôle israélienne de la bande de Gaza. Et de l'autre côté, vous avez un plan qui est discuté par l'Organisation des pays musulmans, de la coopération islamique, je crois que ça s'appelle, les pays arabes soutenus par l'Égypte, et cette conférence qui va avoir lieu avec comme coprésidence la France et l'Arabie saoudite en juin. Pour l'instant, ce qui se passe, c'est que concrètement sur le terrain, ce qui avance, c'est la stratégie du fait accompli israélien.
Vous avez une organisation militaire de la bande de Gaza qui est en train de séparer en zones distinctes la bande de Gaza, en gros en 5 zones. L'avancée des zones tampons, donc ce que vous appelez les zones tampons, c'est les zones frontalières qui ont progressé avec des enquêtes. The Breaking the Silence, qui est une organisation israélienne, l'a montré là, dans son rapport qui est sorti lundi dernier ou lundi d'avant, je ne me rappelle plus, qui montre qu'on a créé des corridors dans lesquels toute personne qui traverse sans autorisation est une cible dite légitime, dans lesquels on a rasé tout, infrastructures, routes, etc. Ce qui permet en fait des contrôles concrets du territoire. Et on va avoir des zones différentes, séparées les unes des autres. C'était exactement comment fonctionne la situation d'occupation en Cisjordanie. L'absence de continuité entre les territoires et le contrôle des possibilités de déplacement des populations qui sont prises au piège de nouveau par cet espace prison qu'est la bande de Gaza et dans laquelle depuis 6 semaines l'État d'Israël refuse de faire entrer de l'aide humanitaire. Donc ça, c'est la situation concrète. Et de l'autre côté, on a le bavardage diplomatique d'Emmanuel Macron qui, toutes les 2-3 semaines, change de ton, de discours, juste pour faire entendre parler de lui, mais qui a marqué quand même son quinquennat par une forme de crétinisme diplomatique assez important. Et de l'autre côté, des propositions de relance de plans de paix, mais sur ce qui concerne le cessez-le-feu, et j'arrêterai là-dessus parce que je suis déjà long, une impasse véritable sur la discussion. Parce que vous avez d'un côté l'État d'Israël qui a refusé de retirer ses troupes, ce qui était une des promesses du dernier cessez-le-feu de la dernière fois. Et là, vous avez une demande de l'État colonial israélien de désarmement intégral de l'ensemble des factions et groupes palestiniens dans la bande de Gaza. Autant dire que ça n'arrivera point, que ça n'arrivera jamais, et que pour l'instant, la possibilité d'un cessez-le-feu est suspendue au fait que sur la question des otages, ceux qui sont encore en vie et ceux qui ne le sont pas, il y a une possibilité d'échange contre des prisonniers politiques palestiniens qui sont encore une fois par milliers dans les prisons de l'occupant. Et surtout encore des négociations pour une énième trêve qui... Oui, mais c'est pour ça que c'est important de politiser la chose. On ne peut rien espérer des deux plans. Le plan Trump, c'est l'autorisation au régime colonial israélien d'occuper toute la bande de Gaza et d'en faire un projet immobilier répugnant et dégoûtant. On a vu les vidéos qui ont circulé de promotion de ce projet. Et le deuxième plan, c'est un cessez-le-feu négocié en tolérant les incursions coloniales israéliennes en Cisjordanie et au nord de Gaza. Et ça, c'est ce qui se passe depuis 1967. Ça veut dire qu'Israël commet des atrocités, augmente ses incursions coloniales, s'accapare des territoires, et on arrive avec un plan de paix où on lui accorde un petit bout du territoire palestinien. On tolère ça pendant 10, 15, 20 ans, et ça recommence, et ça recommence, et ça recommence. Et in fine, c'est ce qui amène à la disparition de l'État palestinien. Donc le fait de valider le colonialisme israélien par un accord de paix, ça ne va pas résoudre le problème long terme qui va en fait renforcer Israël dans sa conviction que le seul moyen de se débarrasser du problème palestinien, c'est de continuer d'avancer en Cisjordanie, de continuer d'avancer dans la bande de Gaza, jusqu'au point où les Palestiniens ne soient tous exilés dans le monde arabe ou ailleurs. Et justement, lors de l'appel entre Emmanuel Macron et Benyamin Netanyahou, le président français a parlé, je cite, d'une trêve immédiate. La question, malgré ce que tu as dit précédemment, Paul, est-ce qu'on peut quand même y voir une certaine inflexion, je ne sais pas, dans la position française, un sursaut, une prise de conscience, sachant qu'en plus, il y a une déclaration d'Emmanuel Macron qui envisageait de reconnaître enfin, d'ici juin, l'État de Palestine. Est-ce que, selon vous, c'est plutôt quelque chose qui est symbolique, stratégique ou réellement engageant ? Moi, je pense que c'est surtout la démonstration de l'absence totale d'idées que la France et la diplomatie française a comme proposition dans la période depuis 30-40 ans. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est qu'en gros, s'ils se jettent tout d'un coup sur cette idée de reconnaissance, ils auraient pu le faire quand l'Espagne, la Norvège et l'Irlande l'ont fait l'année dernière. La situation n'était pas réunie. Ouais. Elle est pire aujourd'hui. Parce que quel État palestinien ? La bande de Gaza, où on retrouve des ruines à perte de vue, des charniers que l'on découvre tous les jours. La Cisjordanie, un archipel, en petit territoire, dont la seule et unique lien est la présence de l'armée coloniale israélienne, qui vient régir la vie de l'ensemble des citoyens.
sans continuité territoriale entre les deux. Oui. Au passage, c'était déjà le problème du plan de partition de 1947. Donc, quel État palestinien une autorité... En fait, ce que je veux dire, c'est qu'à part cette proposition, ils veulent sauver le mirage de la solution à 2 États. Oui. C'est-à-dire ce qu'ils agitent depuis 30 ans sur aucune base réelle, concrète, matérielle, diplomatique, pour pouvoir sauver l'idée que l'autorité palestinienne, qui est une autorité discréditée, connue pour sa corruption, avec un président qui va avoir 90 ans, qui n'a pas été élu depuis 2006, puisse retrouver une forme d'autorité sur Gaza, qu'elle a perdu lorsqu'elle avait perdu les élections en 2005. L'autorité palestinienne, désolé de t'interrompre, l'autorité palestinienne participe aussi à la répression des journalistes palestiniens. Elle a censuré des journalistes d'Al Jazeera, elle a réprimé énormément en Cisjordanie parce qu'il y avait vraisemblablement des enquêtes sérieuses sur la corruption de l'autorité palestinienne. Pas que des journalistes d'ailleurs, je veux dire des militants palestiniens. Elle est le flic d'Israël pour l'opposition politique palestinienne, qui est nombreuse d'ailleurs à son égard. Donc reconnaître... En fait, le problème, c'est qu'on nous explique que c'est pour... Ce que Emmanuel Macron dit, c'est que on va reconnaître l'État d'Israël ou faire reconnaître l'État d'Israël à d'autres pays pour qu'on puisse reconnaître un État palestinien. Donc déjà, il n'y a pas d'État palestinien possible dans la situation actuelle. Donc ils veulent sauver le fait que la fuite en avant guerrière de Netanyahou, quand il donne des catastrophes, ils veulent essayer de retrouver une situation antérieure qui était celle du statu quo mortifère du piège d'Oslo. Deuxièmement, ils veulent dire reconnaissance mutuelle. Mais qui va reconnaître Israël ? Le Liban, dont ils ont massacré 1000 personnes et dans l'intérieur duquel ils organisaient une attaque terroriste sur des milliers ou des centaines en tout cas de dispositifs électroniques touchant donc par ricochet des personnes civiles et dont ils occupent une partie du territoire. Oui. La Syrie, dont ils occupent une partie du territoire depuis 1967 et dont le plateau du Golan, cette expansion, ce territoire occupé a été étendu dans la période dernière. Tout ça sont des annonces et du bavardage parce qu'il y a une seule chose à faire et je m'arrête là-dessus, c'est que le problème, c'est pas de reconnaître un État palestinien actuel, là. Le problème, c'est de reconnaître l'absence de droit d'Israël à être un projet colonial en perpétuelle expansion qui occupe le territoire de 3 pays, la Palestine, la Syrie, le Liban, et qui massacre, tue, emprisonne tous les peuples et les populations qui s'opposent à son projet colonial. Ça, c'est l'enjeu. Et pour faire ça, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut faire des sanctions. Et on peut revenir après. Moi, je veux bien. J'ai une liste de sanctions en tête. S'il faut vraiment dire quelque chose, on peut rentrer dans les détails. Mais c'est ça le problème. Donc là, c'est encore une fois Emmanuel Macron qui parle pour ne rien dire. Plus, j'y rajouterais peut-être aussi la notion de restitution et de réparation de tout ce qui a été fait depuis plus de 77 ans. Et tu l'as dit tout à l'heure, Amina, Emmanuel Macron utilise la reconnaissance de l'État palestinien comme élément dissuasif. S'il n'y a pas de trêve immédiate, on s'apprête à reconnaître l'État de Palestine. Donc finalement, la reconnaissance qui devrait être automatique, voire légitime, de l'État palestinien, qui ne devrait pas poser la moindre question, vu que toutes les instances internationales et la majorité des pays dans le monde, la grande majorité des pays dans le monde reconnaissent l'État palestinien, et il n'y a que les puissances occidentales qui refusent de le faire. Et pour revenir sur ce que disait Paul, on est quand même dans une phase absolument exceptionnelle de la situation internationale, où l'on va venir récompenser Israël de ce qu'elle fait depuis 1 an et demi, avec un accord de paix éventuel ou de trêve éventuelle, où l'on va valider les nouveaux territoires conquis par Israël. Et on va se retrouver dans une situation où il y aura encore plus de frustration, encore plus de colère du côté des Palestiniens, parce qu'ils ont vu leurs proches et leurs familles se faire massacrer depuis 1 an et demi, et on va tolérer qu'Israël occupe le nord de la bande de Gaza, on va tolérer de nouvelles incursions en Cisjordanie, parce que on va compter sur l'image de la trêve, l'image de la paix, l'image internationale que veulent se donner la Jordanie, l'Égypte et la France à travers ces tentatives de négociation. Et on va se retrouver avec les mêmes problèmes dans 15, 20 ans, même beaucoup moins, qui sont que la Palestine et le peuple palestinien sont privés de la moindre justice internationale, parce que c'est le seul État et le seul peuple que l'on colonise régulièrement, et que personne n'ose défendre, et que le bourreau de ce peuple continue d'être félicité pour ses exactions. Et justement, quelles sanctions ? Parce qu'en plus de ça, il y a prochainement aussi l'échéance de la Cour internationale de justice qui arrive le 18 septembre 2025. Quelles sanctions est-ce qu'il peut y avoir justement contre
l'armée israélienne ou l'État israélien? De nouveau, je vais faire une liste des sanctions possibles. Hein. Mais pourquoi on dit qu'il faut le terme de sanctions? C'est que justement, depuis 1 an et demi, 18 mois, on a un bavardage diplomatique qui ne sert à rien. Concrètement, ne sert à rien. Hein. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que les sanctions, c'est les seuls dispositifs dont on a la possibilité pour mettre hors d'état de nuire aux Palestiniens l'État colonial israélien. Je répète, mettre hors d'état de nuire aux Palestiniens l'État colonial israélien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord, il faut un embargo sur les armes. Il faut ensuite sortir de l'accord de coopération Union européenne-Israël, dont l'article 2 stipule qu'il est conditionné au respect des droits de l'homme. Il faut ensuite exclure les produits israéliens du marché, par exemple français et européen. Et ça, c'est une négociation dure à avoir au niveau européen. Il faut suspendre l'ensemble des coopérations universitaires françaises et européennes avec les universités qui participent de près ou de loin à l'acte génocidaire État israélien par leur recherche dans le monde du renseignement, des technologies militaires, etc. Et on a énormément de mini-universitaires dans ce style. Il faut exclure Israël de l'ensemble des compétitions sportives et culturelles qui sont de l'Eurovision aux compétitions sportives type Coupe d'Europe de basket, etc. dans laquelle l'équipe israélienne vient jouer, on ne sait pas pourquoi. Il faut donc ensuite avancer au niveau international sur quels sont les moyens quelles sont les garanties que l'on peut donner d'une non-présence israélienne à Gaza. Oui. C'est ça, en termes de sanctions. Ça voudrait dire donc, une fois qu'on a fait tout ça et qu'on met la pression, il y a plein de choses. On pourrait aussi dire qu'on peut exclure Israël du système d'échange interbancaire, comme ça a été fait pour la Russie. Oui, si vous faites ça pour l'État israélien, demain, c'est terminé. Il faut traiter le régime colonial israélien comme on traite l'impérialisme russe. Et la question ne s'était pas posée pour la Russie. Hein. Oui, la question ne s'est pas posée pour la Russie. Mais le fait qu'un pays se permette d'occuper un autre territoire, d'attaquer un autre territoire souverain, on doit utiliser tout notre arsenal politique et diplomatique pour le sanctionner, parce que c'est un outil de dissuasion massive pour que ce pays-là arrête, mais aussi pour qu'il y ait une justice et qu'il y ait un précédent, parce que le fait qu'Israël ne subisse aucune sanction, ce n'est pas nouveau, ça fait plus de 100 ans que ça dure, et c'est le message qui lui permet de continuer de coloniser de nouveaux territoires et d'attaquer de nouveaux territoires. C'est l'impuissance des puissances occidentales et l'impunité israélienne qui vont faire le prochain conflit, la prochaine attaque sur les territoires palestiniens. J'ai oublié du coup, mais ça m'a fait penser à ce que tu disais, c'est qu'il faut ouvrir des enquêtes contre l'ensemble des gens qui, franco-israéliens, ont pu participer de près ou de loin à des actes génocidaires et à des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité dans la bande de Gaza. Faire des enquêtes et, si nécessaire, les juger, les mettre en justice. Deuxièmement, on a aussi la possibilité de plein de sanctions financières sur des individus ou groupes d'individus. Ça, même les États-Unis de Biden l'ont fait de façon extrêmement minimale, mais on peut quand même y penser, qui sont des individus qui colonisent la Cisjordanie, c'est-à-dire s'approprient illégalement des territoires, sont des gens violents, attaquent régulièrement des Palestiniens avec des objets incendiaires, voire avec des armes automatiques qui ont été distribuées notamment par les ministres de l'Intérieur israéliens successifs, et ça on peut aussi les empêcher d'accéder à des déplacements internationaux, geler les avoirs des fondations qui financent concrètement le projet colonial israélien en Cisjordanie, empêcher les compagnies israéliennes de participer au forum économique de vente d'armes quand c'est le cas en Europe, mais pas que, dans les forums immobiliers. C'est un très bon article sur Blast qui parle de la possibilité d'acheter sur les territoires israéliens depuis Paris. Donc là, on est dans le concret, et c'est sur ce genre de choses qu'il faut avancer, parce que de toute manière, et c'est pour ça qu'ils essayent de tout d'un coup ressortir l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, etc., c'est que de toute manière, s'il n'y a pas ces sanctions, s'il n'y a pas un stop à la puissance de mort israélienne, ce qui va se passer, c'est que les Palestiniens, soldat par soldat, colon par colon, char par char, élimineront les obstacles à leur droit à l'autodétermination. Oui. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Justement, peut-être pour que tu puisses compléter, Amine, alors il y a quelques éléments que j'aimerais juste ajouter. Emmanuel Macron a demandé à ce que, je cite, le calvaire des civils à Gaza prenne fin. Aujourd'hui, déclaration de la coordinatrice d'urgence de MSF à Gaza qui dit « Gaza est devenue une fausse commune pour les Palestiniens et ceux qui leur viennent en aide. Nous assistons en temps réel à la destruction et déplacement forcé de toute la population de Gaza.
Et en même temps, aujourd'hui, ce matin, le ministre de la Défense, Israël Katz, dans un communiqué, dit, je cite, « Personne ne prévoit de faire entrer une quelconque aide humanitaire à Gaza et il n'y a aucun préparatif en ce sens. » Donc on a l'impression aussi qu'on joue un peu la montre avec cette supposée trêve humanitaire, sachant que ça fait depuis un très long moment qu'il n'y a aucune aide humanitaire, aucune nourriture, aucun soin, enfin des moyens pour soigner les populations qui n'entrent à Gaza. Pourquoi il y en aurait ? Pourquoi il y aurait des aides humanitaires qui arrivent à Gaza si la réaction de l'Europe et des puissances occidentales n'est pas assez ferme et que le régime israélien a le signal vert pour continuer de bloquer l'aide humanitaire? Pourquoi il y en aurait? Israël ne va pas se réveiller un jour et se dire qu'elle va laisser passer l'aide humanitaire, qu'elle va respecter le droit international. C'est une entité et un régime qui se renforce par le colonialisme et le non-respect du droit international. Donc, s'il n'y a pas de pression pour l'entrée de l'aide humanitaire, ça ne va pas se résoudre du jour au lendemain. Et pour revenir sur ce que tu disais, Paul, sur la liste des sanctions, moi, je me souviens quand, sur le sujet de l'impérialisme russe, il y avait spontanément des articles de médias et de journalistes, et même récemment, sur les sanctions possibles contre ceux qui font la promotion de l'impérialisme russe, contre les chaînes télé qui servaient la propagande éventuelle de Vladimir Poutine, contre les proches du régime russe, etc. Le traitement de la cause palestinienne et du calvaire que subissent les Palestiniens est toujours fait à travers l'impuissance, à travers le fait que c'est un désastre humanitaire, une tragédie, comme on l'a entendu tout à l'heure. L'aspect tragique est très important dans la sémantique. Ça veut dire qu'on ne peut rien y faire. On est face à une impuissance. Toutes les puissances mondiales qui ont une force de frappe diplomatique et économique qui a pu s'exercer sur la Russie et qui a pu affaiblir la Russie, et tant mieux, sont impuissants face au régime colonial israélien. En fait, c'est ce traitement médiatique-là qu'il faut changer. C'est qu'on a des ressources politiques pour lutter contre le colonialisme israélien, sauf qu'on refuse d'en faire une option crédible. Je rajouterais, je repense qu'on a autorisé par 2 fois Netanyahou à traverser l'espace aérien français. C'est un criminel de guerre, sa place est en prison. Et 3 jours après, Emmanuel Macron fait sa déclaration sur cette supposée reconnaissance de l'État palestinien. Voilà, et blablabla, et blablabla. Words, 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 comme dit Shakespeare. Je veux dire, la question, c'est interdire le déplacement, ou alors dire... Benjamin Netanyahou est le bienvenu en France, nous l'arrêterons à l'aéroport. Ça, c'est une position politique. Et je voulais juste dire un détail, c'est que c'est uniquement parce que les États-Unis et une partie du monde occidental maintiennent leur soutien concret, réel, matériel à l'État d'Israël, qu'on n'a pas une seule fois évoqué le fait qu'il devrait y avoir un déploiement de troupes type casque bleu dans Gaza, pour dire bon c'est bon, on se met face à l'armée israélienne et on arrête le massacre. Je rappelle que la seule fois où les casques bleus ont arrêté l'armée israélienne, c'était en 1956 parce que les États-Unis cette fois-ci avaient bien voulu autoriser de fait fin à l'escapade coloniale des Anglais, des Français et d'Israël pendant la crise de Suez. Mais enfin, je veux dire, dans n'importe quel autre conflit, on ne se serait même pas posé la question face à l'ampleur de ce phénomène. Et là, rien. Donc voilà, il y a des sanctions, mais encore une fois, la question, ça se joue au niveau politique, au niveau de comment des mobilisations ne sont pas seulement des mobilisations, comme tu disais, seulement d'hommage. Il faut retenir les noms des journalistes, des personnels soignants, de tous les gamins qui ont été massacrés par l'État colonial israélien. Mais il faut, au-delà de l'hommage, organiser les conditions pour mettre une pression politique. Et briser la solidarité coloniale que notre pays, que l'Allemagne a, que les États-Unis a, ça demande énormément de choses, ça demande beaucoup de puissance, mais c'est un combat de long terme. Et ça, c'est la seule chose qu'il faut retenir, à mon avis, c'est que régulièrement, quand sur place, la situation devenait de pire en pire, on avait des reprises de manifestations. Là, il faut qu'on structure sur le long terme un mouvement politique fort et qui puisse apprendre des erreurs du passé et à ouvrir les grilles d'analyse en disant mais en fait, ça n'a pas commencé le 7 octobre, ça n'a pas commencé en 47, ça a commencé bien avant, et quels sont les mécanismes sur lesquels il faut se positionner. Et justement, si cette reconnaissance arrive, est-ce que ça peut avoir un poids diplomatique ou un poids aussi à l'échelle européenne? Selon vous, est-ce que ça peut peut-être motiver d'autres pays voisins qui, on va dire, étaient pas forcément du bon côté de l'histoire pour justement peut-être, ça peut
engranger en tout cas un mouvement qui fait que ça finisse, enfin que ça cesse? C'est une sorte de nouvelle version du whitewashing. Ça veut dire que on va reconnaître l'État de Palestine, mais on va rien faire pour prévenir ce qui cause régulièrement sa destruction. Ça veut dire que le peuple palestinien n'attend pas la reconnaissance de la France pour se sentir légitime comme population d'un État et comme civilisation. Mais par contre, cette reconnaissance, elle viendrait ensuite placer Emmanuel Macron comme un équilibriste, comme quelqu'un qui ne s'est jamais rangé d'un côté ou de l'autre, qui viendrait en fait réécrire l'histoire de ce qui se passe depuis 1 an et demi. Ce qui se passe depuis 1 an et demi, c'est qu'il n'y a aucune condition, et on vient d'en parler longuement, qui a été établie pour qu'Israël arrête de massacrer les Palestiniens, pour qu'Israël arrête de coloniser encore plus de territoires. Et pour que même s'il y a une paix, que les Palestiniens puissent avoir le droit au retour sur leurs terres et sur les lieux dont ils sont privés par l'occupation israélienne. Donc cette reconnaissance, elle aurait un poids symbolique, effectivement, mais bien plus symbolique pour les Occidentaux, pour pouvoir se présenter sous un autre visage, pour ressortir de cette séquence avec un tant soit peu une image équilibrée et une sorte de positionnement central dans ce conflit, parce qu'on aime bien dire que c'est une guerre entre deux puissances équilibrées, etc. Et les Occidentaux seraient neutres, seraient des gens qui sont raisonnables, qui se mettent entre deux. Et ça permet aussi d'écarter le fait colonial, d'écarter la nature de ce conflit. Et dernière question pour conclure et compléter. Il y a beaucoup aussi d'observateurs qui disent que cette trêve, elle est là uniquement en tant que pause stratégique pour Israël, parce que dans le même temps, Israël a affirmé vouloir même intensifier ses opérations militaires à Rafah. Oui, non, mais effectivement. Et puis, il y a une crise politique en Israël. Enfin, je veux dire, il faut le dire. En 7 ans, il y a eu 5 élections. Je veux dire, bon, c'est pas non plus, l'opposition à Netanyahou n'est pas non plus vraiment à la hauteur de ce qu'il faut pour remettre en cause le fait colonial. Je voudrais quand même souligner la participation de gens extraordinaires. Je pense à Itamar, m'échappe, Talmidnik, enfin, tous les refusniks, ces jeunes gens qui ont refusé de participer au génocide, qu'ils nomment génocide, et qui font de la prison parce qu'ils refusent de porter l'uniforme israélien. Ça, c'est quelque chose qui a de la gueule, hein, et ça vaut un peu plus que toutes les déclarations diplomatiques inutiles des Occidentaux. Donc, est-ce qu'il y a une pause stratégique? Bien sûr, Israël, au niveau de sa stratégie de sécurité, ils savent temporiser. C'est pour ça que l'utilisation de l'aide humanitaire comme un moyen de négociation et de rapport de force, qui est particulièrement ignoble, est un exercice qu'ils ont fait depuis des années, et ils ont toujours fonctionné comme ça. Ça a été la même chose sur l'électricité, sur l'entrée du pétrole, sur l'entrée de médicaments, etc., etc. Donc, pour conclure, encore une fois, est-ce que symboliquement c'est bien, mais en fait, reconnaître quel État, sur quelle frontière? Parce qu'on parle ensuite de dire il faut reconnaître Israël, mais quel Israël? Celui qui revendique aujourd'hui des frontières qui ne sont pas reconnues par ses propres voisins et par la majorité des pays dans le monde. Quel État palestinien? Sur quelle base? Avec quelle autorité, hein? Des gens non élus depuis une vingtaine d'années en Cisjordanie, des gens qui ont été élus mais jamais reconnus à Gaza, et qui ça n'a pas de sens. Et que cette reconnaissance symbolique, est-ce que ça pourrait faire basculer d'autres États? Je sais pas. L'Allemagne, qui est un des plus grands fournisseurs d'armes aujourd'hui à l'armée israélienne, en termes de gens du mauvais côté de l'histoire, bon, ça va, ils sont à déjà 2 génocides, là ils accompagnent un 3e, mais enfin, je veux dire, j'ai pas l'impression que la reconnaissance par la France les pousserait à quoi que ce soit. Donc non, encore une fois, moi je suis très pessimiste. Je pense que cette trêve, tout ce que les Palestiniens pourront obtenir pour souffler 2 secondes est positif, mais que, encore une fois, la solution, elle sera politique. Et la politique, c'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure, pas de justice, pas de paix. Oui. Et il n'y aura pas de sécurité des citoyens israéliens, et il ne devrait pas y en avoir à partir du moment où l'État colonial revendique le fait d'être une colonie en pleine expansion, de voler des territoires, de massacrer, d'enfermer, etc. C'est ça qu'il faut comprendre. Et il faut qu'on renverse la vapeur sur cette espèce de faux débat sur le droit d'Israël à exister. Ils existent déjà, comme le dit très bien Francesca Albanese. Oui. Le droit à sa sécurité, non. On ne peut pas être en sécurité à partir du moment où on se comporte comme un criminel en permanence et de manière généralisée à l'ensemble de la société. Donc c'est ça la question, et on n'en sort pas. Un dernier mot peut-être pour conclure. Oui, c'est l'apologie du colonialisme. Ce qu'on observe, c'est qu'on tolère
le colonialisme israélien et que on est dans une nouvelle séquence où effectivement tout ce qu'on peut obtenir pour que les Palestiniens soufflent, c'est une victoire pour eux et c'est positif. Par contre, si on ressort de cette séquence avec de nouvelles frontières, avec de nouvelles zones qui seront occupées par l'armée israélienne, on va se retrouver dans une situation où encore une fois la Palestine a été massacrée par un régime colonial et encore une fois c'est la Palestine qui a perdu des bouts de son territoire et la communauté internationale et les puissances occidentales vont s'adapter à cette nouvelle normalité et finalement normaliser la colonisation et et faire de l'apologie de l'accaparement de territoire par la violence. Et le message envoyé à Israël, c'est « ce n'est pas si grave ce que vous faites, ce n'est pas si problématique ce que vous faites. Donc pourquoi pas ne pas le refaire dans 10 ans, 15 ans, pour s'accaparer plus de territoires à Gaza, pour s'accaparer des territoires au Liban, pour s'accaparer des territoires en Syrie. » Et la Cisjordanie. La Cisjordanie, dans l'espace de 5 ans, c'est déjà un contrôle militaire total, réel de la vie. La colonisation, c'est un fait social total. Ça concerne tous les domaines de la vie. Vous voulez vous déplacer, aller, n'importe quoi, vous êtes... mais en dehors de ça, là, ils vont l'aspirer administrativement de façon totale. Donc, c'est maintenant qu'il faut agir, ou sinon, ça sera la violence. Parce que c'est la colonisation qui fixe le niveau de la violence. C'était une phrase de Fanon, et il a raison. C'est ça qui fixera l'agenda. Et l'agenda va être sombre, ça va être dans le dur. Merci Amine, merci Paul, merci à vous de nous avoir écoutés, merci d'avoir regardé Au cœur de l'actu sur votre Freebox, sur Molotov, sur notre chaîne YouTube, le Média 24/7 et sur lemediatv.fr. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou bien à nous envoyer par mail vos retours si vous nous avez regardé à la télévision. Si vous en avez les moyens, soutenez-nous, soutenez notre travail, le journalisme indépendant des pouvoirs politiques et de l'argent en allant sur lemediatv.fr/soutien. Restez connectés aux médias. Bonne soirée à vous.